pourra aborder les algues à partir de celles qui vivent le plus haut et on descendra progressivement vers la basse mer où, je l'espère, le coefficient du jour nous permettra de découvrir des algues qui, elles, vivent en permanence dans l'eau. Ce qu'on dit peut-être des algues infralittorales. Elles ne sont jamais découvertes. Bon, normalement, aujourd'hui, compte tenu du coefficient, on ne devrait pas pouvoir les voir. Mais on verra que tout de même, on va trouver certains lieux où on va trouver ce qu'on dit être des grandes laminaires, ces grandes algues brunes qui vivent en permanence dans la mer et qui sont la richesse aujourd'hui de la goémonerie bretonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 80% des algues récoltées qui sont ce qu'on dit être des laminaires, celles qu'on appelle Laminaria digitata, qui sera en quelque sorte le Graal de notre sortie découverte des algues. Et des algues ici, il y en a en permanence. Bon, bien entendu, j'imagine que c'est pas exactement sous cette forme que vous souhaitiez découvrir les algues aujourd'hui. En tout cas, c'est sous la forme que ces algues finissent leur existence. C'est-à-dire qu'après avoir été arrachées des fonds marins, ces algues portées par les flots vont être jetées sur le haut de la plage. On dit qu'on a affaire ici à ce qu'on dit être une laisse de mer. C'est-à-dire c'est tout ce qui a été laissé par la mer. Alors cette laisse de mer, très très loin d'être une pollution, est un élément indispensable au fonctionnement de l'ensemble de l'environnement marin comme terrestre. Il faut savoir que ces algues qui viennent se jeter sur la plage sont ici en décomposition. Ces algues, quand elles se retrouvent ici à terminer leur vie, elles vont se décomposer et rendre l'ensemble des sels minéraux au sol. Alors ça a un intérêt majeur pour le continent, parce que après la plage, ici on peut le voir, on a affaire à une dune. Et les tout premiers végétaux qui vivent dans la dune seraient absolument incapables de trouver quelque sel minéral que ce soit si la laisse de mer n'était pas là justement pour leur en fournir. Alors cette laisse de mer, elle a une histoire qui est directement en rapport avec la valorisation des algues en Bretagne. C'est la toute première utilisation de l'algue en Bretagne. Ça commence vers le 12e, 13e siècle. On va directement aller ramasser cette laisse de mer et on l'utilisera comme amendement pour les sols agricoles. Il faut savoir qu'on est ici dans une période où il n'y avait que très peu d'élevage en Bretagne. Très peu d'élevage, donc aucun moyen de ramener quelques fumiers pour venir amender la terre agricole et ramener des éléments minéraux. Non, à l'époque, le seul moyen qu'on avait, c'était d'utiliser directement les algues. Moi, l'algue que je recherchais, on la retrouve plutôt ici. Là, on a affaire à une algue, un végétal marin. Une algue qu'on appelle une pelvétia. En fait, cette pelvétia, c'est un fucus, c'est une algue brune. Les algues brunes, c'est avant tout les algues que nous allons rencontrer en descendant vers la basse mer. En algues brunes, celle-ci est celle qui vit le plus haut. On pourra remarquer qu'à ce niveau, cette algue n'a pas vu la mer déjà depuis quelques temps. Alors là, le coefficient de la marée remonte un petit peu, ceci étant, celle-ci ne voit rarement la mer avec un coefficient inférieur à 70. C'est le coefficient d'aujourd'hui. La marée d'aujourd'hui montrera peut-être à peu près à ce niveau. Mais ça signifie que cela fait 7 à 8 jours que cette algue n'a pas vu la mer. On est bel et bien face ici à un végétal marin. Mais un végétal marin qui est capable de vivre en dehors de l'eau. C'est toute la particularité des fucus. 600 algues en Bretagne. 50 algues brunes entre fucus et ces grandes laminaires. 40-50 algues vertes différentes en espèces. Plus de 500 algues rouges. Ce sont les plus nombreuses qui viendront s'installer directement dans le milieu marin. Les autres disparaîtront alors. Hormis celles qui seront capables de vivre autrement en allant s'installer ailleurs. Et c'est le cas à l'extrême de cette pelvétia, qui a même été capable de vivre pendant plusieurs jours en dehors de l'eau. Et pendant plusieurs jours, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va se mettre en latence.
elle va se déshydrater. Bon, si cette période est trop longue et surtout trop délicate au niveau du dessèchement, dû au vent, dû au soleil, eh bien elle finira par voir quelques-unes de ces cellules se décomposer. Eh bien, au miracle, la Pelvesia est capable de régénérer d'elle-même ses propres cellules. Elle est douée de régénération cellulaire. Alors des algues vertes, on est face à un autre groupe qui comme je vous le disais, est composé d'environ une quarantaine d'espèces différentes. Donc là on a de l'ulve, de l'antéromorphe et du mastocarpus. Ici ces algues eh bien, vont avoir aujourd'hui tendance à mettre en place un développement massif sur les côtes bretonnes. Pour la bonne et simple raison eh bien, que ces algues vont profiter des teneurs actuelles en sels minéraux présents sur la côte. Des sels minéraux eh bien, qu'on trouve en quantité, surtout pour certains d'entre eux, bien plus importante qu'il y a encore une cinquantaine d'années. Pour la bonne et simple raison que c'est nous autres, êtres humains, qui allons alimenter ces algues à travers l'ensemble de nos rejets du quotidien. Cette algue, une fois qu'elle s'est décrochée, elle remonte dans la colonne d'eau. Elle partira avec les courants. Et c'est dans ces courants justement qu'elle va commencer à mettre en place sa production de matière. Elle sera en permanence au contact des éléments minéraux et finira dans les grandes baies bretonnes. Et dans les grandes baies bretonnes, là où aussi les éléments minéraux vont venir se concentrer et arrêter justement leur mouvement dû au courant, eh bien elle va en profiter pour assimiler l'ensemble de ces éléments. On a parlé du phosphate, oui c'est un fait. Aujourd'hui, le problème majeur en Bretagne n'est pas un problème de phosphate, mais un problème de nitrate. Donc quand on parle nitrate, on entend et on jette assez régulièrement la pierre à l'éleveur porcin, sachant que en aucun cas l'éleveur porcin n'est le seul responsable de cette prolifération de nitrate. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un territoire à avoir un nombre de têtes de bétail bien trop important par rapport à la capacité de nos sols et de nos cultures à assimiler ceci. Ainsi, eh bien, on va se retrouver dans les cours d'eau bretons avec des quantités de nitrates qui vont monter en flèche. Bon, ceci étant, aujourd'hui, le problème majeur de cette algue, eh bien, c'est de provoquer des marées vertes et donc un désagrément au niveau du tourisme. Bon, ce n'est pas qu'un petit désagrément, sachant qu'en Bretagne, l'économie première est l'agriculture, la seconde, le tourisme. Et bon, il faut aussi bien penser et ne jamais oublier que nous autres, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi des producteurs de nitrate. C'est-à-dire que tout habitant de la Bretagne produit du nitrate régulièrement avec un assainissement collectif comme individuel. Parce qu'un assainissement collectif, une station d'épuration ne va pas épurer tout le nitrate et on rejettera bon nombre dans l'environnement. Et puis quelque part, chacun des touristes qui vient en Bretagne eh bien, contribue aussi un petit peu à ce phénomène. Donc c'est vrai que ces algues posent un réel problème aujourd'hui en Bretagne. Alors cette algue qu'on retrouvera sous une couleur beaucoup plus rouge, presque brune, en descendant un petit peu le long de l'estran, eh bien on appelle ça du Chondrus crispus. Ça c'est utilisé depuis le XVIIe siècle en Irlande. On la faisait chauffer dans du lait, on laisse refroidir le lait et le lait devient du flan. Début 19e siècle, en Bretagne, eh bien des chercheurs vont travailler à diversifier le potentiel des algues et trouver dans cette algue, dissocié de l'algue, un sucre long qu'on appelle un phycoalgue colloïde gélifiant. C'est ce qu'on appelle du carragène. Carragène, c'est la région d'origine justement où on mettait en place du flan aux algues à partir de ce Chondrus crispus. Et bien ce carragène, vous le retrouvez très régulièrement dans votre alimentation. Il porte un autre nom souvent sur la liste des ingrédients. On appellera ça du E407. Et le E407, classement européen, 400 gélifiant, n'est rien d'autre qu'un extrait d'algue, Chondrus crispus, cette petite algue rouge qu'on retrouve sur les côtes bretonnes. Alors là, je suis face à une algue qui n'est rien d'autre que l'algue la plus consommée au monde. Cette algue la plus consommée au monde est aussi la plus fine du monde. On a affaire ici à une algue qui ne fait qu'une seule cellule d'épaisseur.
Cette algue, on appelle ça de la porphyra. Au Japon, on en consomme 400 000 tonnes par an. 400 000 tonnes provenant de culture. Bien entendu, de par la nécessité, le besoin alimentaire des algues que l'on a en Extrême-Orient, eh bien on cultive celle-ci. Cette algue, que l'on va transformer avant de l'utiliser, eh bien sera desséchée, réduite sous forme de paillettes, recomposée sous forme de plaques qui elles feront environ 10 cellules d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle du nori. Vous prenez une feuille de nori, vous venez l'envelopper, envelopper du riz et du poisson dans une feuille de nori et vous obtiendrez un sushi ou du maki. Bon, un produit traditionnel asiatique, mais un produit qui est très utilisé aussi pour pallier à la quasi-absence de culture au Japon, ce qui fait qu'ils n'ont que très peu de blé, donc pas de farine, donc pas de pain. Par contre, des algues, ils en ont en quantité massive, car ils les cultivent. D'ailleurs, absence d'agriculture au Japon fait que l'élevage, il n'y en a quasiment pas, que la subsistance, elle vient encore une fois de la mer et du poisson. Ces laminaires sont d'ailleurs à l'origine de l'alimentation de l'algue par l'homme. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 ans au Japon, cette algue elle était utilisée pour en faire des papillotes. On utilisait la charnière centrale de cette algue pour venir y envelopper du poisson qu'on faisait cuire directement à même la braise. Bon, cette algue, aujourd'hui, on la consomme encore comme un légume, on appelle ça du kombu royal. Laminaria saccharina. Ça, c'est son petit nom latin. Ce qu'on appelle une sacchariza. Bon, a priori, c'est une laminaire, sauf que c'est une fausse amie des laminaires. Les laminaires sont des algues qui vivent plusieurs années. Celle-ci, elle est annuelle. On a affaire ici à la plus grande des algues qu'on retrouve en Bretagne. Bon, pas celle-ci, bien entendu, elle est toute jeune, elle vient de naître. Cette algue qui ne vit qu'une seule année pour atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Et la digitata, c'est vraiment l'algue reine en Bretagne. Laminaria digitata, c'est une algue qu'on utilise localement depuis 2 siècles. Il faut savoir que cette algue, elle possède 1000 fois plus d'iode que de l'eau de mer. Il y a 2 siècles, là où on est implanté au Céva, donc à l'extrémité de la presqu'île de Penlan, se trouvait une usine qui venait extraire de cette algue de l'iode, de la teinture d'iode, antiseptique. Depuis, ces algues, on les utilise à des fins d'alginate, des gélifiants. Des gélifiants qu'on retrouvera dans notre alimentation ici entre E401 et E405. E406, c'en est un autre dont vous avez très certainement déjà entendu parler, qui provient des algues qu'on appelle de l'agar-agar. Agar-agar, c'est un gélifiant provenant d'algues. E406, E407, Karagen. On n'ira pas au-delà, c'est l'ensemble des gélifiants utilisés dans l'alimentation. On espère que demain les alginates soient utilisés encore à d'autres fins et dans d'autres types d'applications, parce qu'on s'est rendu compte, et en testant les alginates sur des personnes qui avaient subi des intoxications aux métaux lourds. Donc toutes les personnes qui vivent à proximité d'incinérateurs. On va se retrouver avec bon nombre de ces individus dont leur teneur en métaux lourds va avoir augmenté de manière inquiétante. On a mis en place des tests à base d'alginate sur une 60aine de personnes durant 3 mois. Certains avaient des placebos, donc n'avaient rien. D'autres utilisaient de l'alginate. Ceux qui utilisaient de l'alginate ont vu leur taux en métaux lourds revenir quasiment à la normale. Les autres, le taux en métaux lourds n'a pas évolué. C'est-à-dire que l'alginate est capable de drainer ces métaux lourds qui repartent directement par l'intermédiaire des sels. Donc voilà une des usages d'alginate pour demain. Mais bon, on les voit bien autrement nous au Céva, parce que pour nous ce sera des matériaux. On travaille déjà des matériaux pour les véhicules à partir d'algues. Mais surtout demain pour pouvoir faire rouler nos véhicules, ça fait maintenant 5 ans que l'on travaille à produire du carburant directement à partir d'algues. Des phytoréacteurs qui permettraient de produire de très grosses quantités de matière pouvant être transformée en carburant à partir d'un végétal sans utiliser un seul litre d'eau douce. C'est réellement un grand défi pour l'avenir.